Bonjour à tous et bienvenue sur l'Automobile Magazine. Bienvenue pour une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Vous le voyez derrière moi, je suis au Japon, au Japan Mobility Show, anciennement Salon de Tokyo. On est donc ici dans le centre de conférence de la ville, le Tokyo Big Sight. Et je vais vous emmener un petit peu, comme on l'a déjà fait par exemple pour le Salon de Munich, sur les différents stands des constructeurs, vous montrer un petit peu ce qui s'y passe, les nouveautés, quelques concepts. Et puis peut-être tomber sur des choses un petit peu sympathiques. Après tout, on est au Japon, c'est un pays qui adore l'automobile, donc on va voir un petit peu ce que ce salon de Tokyo millésime 2025 nous réserve. Allez, c'est parti. Allez, commençons sans plus attendre avec le premier hall. Alors ce que je vais faire, vu qu'aujourd'hui ce n'est que moi et ma petite caméra et mon micro, je vais probablement vous parler un petit peu comme ça face caméra si j'ai vraiment des choses un peu à développer, des infos à vous donner, mais sinon ce sera plutôt sans moi. Et on commence tout de suite, on est pour l'instant chez Honda avec la première surprise de salon que je ne m'attendais pas forcément à trouver là, un jet. Pourquoi? Oui, parce que Honda est aussi un fabricant d'avions. Alors vous le voyez, pour l'instant il n'y a pas les ailes, mais voilà, Honda fait des jets privés et les expose aussi au Japan Mobility Show. Après tout, si ça s'appelle Mobility, c'est bien parce qu'on parle de tout type de mobilité, y compris ce genre de choses, comme le jet privé. Assez intéressant. Si on continue un petit peu sur le stand, on va essayer de se freiner un chemin parce que je vais vous montrer ce petit prototype, Super One prototype. Alors vous le voyez, c'est tout petit et c'est globalement une chose que vous verrez assez souvent, ce genre de voiture là sur le salon, parce que c'est une kei-car. Vous le savez, les kei-cars, c'est ces petites voitures économiques qui bénéficient d'une fiscalité particulière pour peu qu'elles respectent des normes de taille et de puissance. Donc voilà, le futur de la kei-car chez Honda, ça donnerait ce Super One prototype qui, ma foi, est plutôt sympa. Alors, ce qui caractérise la plupart des kei-cars, vous allez le voir, c'est qu'on essaye de maximiser la place dans seulement 3,40 m de long. Donc en fait, regardez, les porte-à-faux, ils sont vraiment minuscules. Il n'y a rien du tout. L'empattement est gigantesque, du coup, en comparaison. Et c'est assez rigolo. Mais voilà, ça donne souvent ce genre de petites voitures cubiques. Là, en l'occurrence, le concept semble très proche de la réalité, donc probablement que le Japon va voir ça d'ici peu de temps pour arriver dans la gamme Honda. Si on continue sur le stand, il y a pas mal de concepts qui étaient présents. Il me semble que c'était au CES, les concepts zéro. Donc là, on a le Zero Saloon. C'est assez... vous savez quoi, je trouve qu'il y a un air presque de Lamborghini devant. Vous n'avez pas l'impression de voir un peu l'avant d'une Gallardo retravaillée? Je trouve ça assez intéressant. Toujours est-il que j'aime bien ce Zero Saloon puisque ça change un petit peu des SUV. Là, on est plutôt sur une silhouette un peu break, un peu étrange, mais vous savez quoi, il y a quand même un certain style. On enchaîne ensuite sur le stand Honda avec le Zero Alpha. Qui fait partie du coup de la même famille que le Zero Saloon, mais en revanche on est ici sur le prototype d'un SUV compact, donc quelque chose qu'on aurait probablement la chance de voir en Europe d'ici quelques années. En tout cas, c'est censé préfigurer un peu le prochain style de la marque, avec forcément pas mal de LED. On remarque un peu là, cette calandre noire éclairée par des LED, ça ressemble un petit peu à ce qu'a fait notamment Opel avec les visors, je trouve. Je sais pas pourquoi, mais c'est la première chose auquel cette calandre me fait penser. Mais en tout cas, j'aime bien, il y a un côté très épuré, forcément. Logo illuminé, ça, vous le savez, c'est vraiment la tendance en ce moment chez à peu près tous les constructeurs. Mais voilà, ça en ferait une voiture probablement plutôt faite pour nos marchés, et ça c'est plutôt pas mal. Alors pour l'instant la voiture, le concept a été dévoilé il n'y a même pas 2 heures, donc on n'a pas vraiment beaucoup d'infos encore dessus. Évidemment ce serait électrique, mais on n'en sait pas forcément beaucoup plus. En revanche, ce concept Honda Zero SUV, alors qui partage du coup sa base avec la Zero Saloon, ça c'est quand même bien plus imposant et pas sûr qu'on voit ça pas sûr qu'on voit ça sur nos routes de sitôt. En tout cas, ce qui est assez rigolo, c'est que de l'arrière, on voit qu'entre le SUV et l'Alpha, c'est assez similaire. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait un peu penser à Kia, cet arrière assez massif comme ça là. Mais voilà, écoutez, proposition de style de la part de Honda. On retrouve encore une fois cette calandre noire. Je vais essayer de me frayer un chemin ici, mais avec une signature lumineuse, vous le voyez, complètement différente. Bref, le futur de Honda en termes de style, ça ressemble à ça. Honda, c'est aussi des 2 roues, dont ce fameux Monkey qu'on a chez nous. Une moto, une espèce de mini-moto de ville hyper sympa pour remplacer par exemple un scooter. Et regardez, ils sont venus avec aussi plein d'autres choses. CT125, alors ça c'est quelque chose qu'on n'a pas en France. Le Dax en revanche, qui est derrière, on l'a.
Et je vais vous montrer, je fais juste le tour. Hop là. Et on arrive sur les nouveautés de roue, la CB1000F. Version course, juste derrière. Pas mal cette CB1000F. Hein. Ça ressemble beaucoup à ce qui se faisait dans les années 90 en termes de style. C'est un peu néo-rétro, mais sans aller trop loin. Franchement, je crois que j'aime bien. C'est assez sympathique. Alors après, si je continue, on a ici une Africa Twin. Puis des motos qui ressemblent un peu plus à des customs derrière. Alors je suis désolé, je ne suis pas hyper calé en Honda, donc je ne connais pas le modèle. Mais ça a de la gueule. Et bien sûr, la gamme régulière de la marque est ici, avec évidemment du SUV. On est ici avec le CR-V. Et si on va de l'autre côté, c'est bien sûr le nouveau coupé Prélude. Alors, une voiture qui globalement reprend la mécanique de la Honda Civic hybride, mais avec les trains roulants de la Civic Type R. Et alors moi, j'ai pas pu la conduire, mais mon collègue Gaël l'a fait et m'a dit que c'était très sympathique en châssis. En revanche, bon, avec une mécanique de 184 chevaux hybride, forcément, c'est pas la voiture la plus sportive qui soit. Mais vous savez quoi, cette Prélude, je salue l'effort de Honda parce que ça a réellement de la gueule. Et ça fait plaisir de voir qu'un constructeur comme Honda, Seishin a proposé encore des coupés. Parce que franchement, ça fait du bien, quoi. Comme quoi, on peut aussi avoir des SUV dans sa gamme, mais continuer à proposer des voitures sympathiques. Alors, on verra si cette Prélude se vend, d'autant que en bonne Honda, c'est pas forcément une voiture qui est bon marché, mais quand même, sacré look, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous un peu en commentaire. Et juste pour terminer rapidement sur le stand Honda. Alors certes, c'est pas un logo Honda, c'est un logo Acura qui est en gros la marque américaine de Honda avec ce concept RSX. Alors on aime ou on n'aime pas, c'est un SUV coupé, c'est dans l'air du temps et c'est surtout destiné au marché américain. Cette barre de LED là, je sais pas vous, mais moi ça me fait beaucoup penser à un Tesla Model Y. Chez Kawasaki, en plus de la gamme de motos normales et de quelques concepts de mobilité notamment dédiés à l'hydrogène, et justement, il y a cette moto là, H2 HYSE, qui pour le coup est un prototype de moto fonctionnant à l'hydrogène. Je trouve ça assez intéressant. J'ai aucune idée de si ce genre de technologie pourrait vraiment voir le jour en grande série sur de la moto. À titre personnel, j'y crois pas. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir que Kawasaki travaille à ça actuellement. Je trouve ça assez rigolo. Après, donc je vous le disais, gamme régulière, ici on a un Roadster Z. Il y a également quelque chose qui ressemble à une voiturette de golf. Et là par contre on est sur du sérieux, un gros SSV, bien méchant, bien rigolo. Ça, si jamais vous êtes sur des terrains poussiéreux, souvent c'est très sympa. 4 places celui-ci. Et puisque Kawasaki a racheté des parts de Bimota, ils dédient une petite partie de leur stand. Ici, on a le trail routier Terra et la super sportive KB 998 Rimini. Et tant que nous sommes dans le deux roues, on enseigne sans transition avec Yamaha. Assez sympathique de voir qu'eux aussi ont un concept à hydrogène. En l'occurrence, c'est un scooter. Ça ressemble un peu à un C1 avec un grand pare-brise là. Vous le voyez là. Mais ce n'est pas tout. Chez Yamaha, on travaille aussi sur d'autres genres de mobilité. Par exemple, sur les handicaps. Donc vraiment, quand je vous disais le Japan Mobility Show, c'est vraiment toutes les mobilités. Il y a même des vélos. Regardez. Moi, ce qui m'intéresse pas mal chez Yamaha, c'est cette chose, le concept Tricera. Alors Tricera Proto, ils appellent ça, le prototype. C'est assez marrant. Ce serait un peu la réponse de Yamaha à une Morgan Super 3, par exemple. Et c'est plutôt sympathique. Regardez, un engin franchement dédié au loisir. Les bons sièges baquets, c'est tout petit. Franchement, ce serait assez rigolo de faire un petit match Morgan Super 3 versus Yamaha Tricera. Je ne sais pas ce que vous en pensez. À mon avis, ça peut être cool. Et puis, il y a cette chose aussi. Alors ça, c'est très japonais. J'ai aucune idée de ce que c'est. On dirait un espèce de robot de vélo. C'est assez drôle.
Et voici le stand Suzuki, beaucoup de choses à voir. Donc on va détailler un petit peu tout ça. À commencer par un Bergman à hydrogène. Décidément, les deux roues hydrogène, il y en a sur ce salon. Assez intéressant. Alors, je ne sais pas vraiment ce que ça peut donner, encore une fois, en série. Est-ce que ce serait vraiment quelque chose qui aurait du sens ou pas? Je ne sais pas. Mais écoutez, c'est des concepts, ça a le mérite d'exister, c'est rigolo. Petit moteur de bateau, mais ça, il y en a de l'autre côté. Donc je vais revenir dessus. Nous avons ici le Victoris. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est une voiture qui n'est pas du tout destinée à nos marchés, c'est plutôt Inde et certains pays d'Asie. Ici, on est sur une voiture qui fonctionne au biométhane. Assez original comme technologie, mais voilà, l'approche multi-énergie de Suzuki, ça passe aussi par ça. Alors, si j'essaie de vous trouver les specs rapidement, voilà, une voiture qui fait 4,36 m de long, 1,80 m de large. Malheureusement, je n'ai pas d'autres infos à vous donner sur cette auto. Mais voilà, le Victoris. De l'autre côté, nous avons ici une voiture flex fuel, le Fronx. Pareil, marché indien avant tout. Un style assez sympa, j'aime bien, c'est plus compact. 3,99 m de long, enfin 4 mètres en fait, 3,995. Donc une voiture E85, un gabarit compact, assez sympathique. Ici nous avons un vélo, assistance électrique. Alors, Suzuki prononce Hippo. Par contre, je ne peux pas m'empêcher de relever l'ironie d'appeler un vélo EPO. Je suis désolé, mais ça me fait rire. Si on continue, ça c'est peut-être une des plus cool du stand Suzuki, la XB. J'adore cette chose. Alors, 3,76 m de long, vous le voyez ici. C'est pas une K-Car du coup, c'est juste au-dessus. En fait, c'est un petit peu plus grand qu'un segment A. Et ça a plutôt du sens. En fait, ça pourrait être, par exemple, la concurrente parfaite à un Hyundai Inster. Sauf que pour l'instant, c'est vendu qu'au Japon. C'est une voiture qui vient d'être stylée, c'est pour ça qu'elle est exposée là. C'est un peu une nouveauté pour la marque. Mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est hyper sympa, je trouve, comme design. Quitte à jouer le côté petit crossover, machin, etc., autant y aller à fond. Donc, franchement, plutôt pas mal. Et si je vous montre rapidement l'intérieur, voilà un intérieur Suzuki. Hein. Très sympa ce petit XB. Il me semble, alors ça, pas sûr à 100%, mais je crois que c'est la motorisation hybride de la Swift qu'il y a dedans. Ah, évidemment qu'il ne pouvait pas y avoir un stand Suzuki sans un Jimny. Et celui-là, en plus, c'est le Nomad, vous le voyez là, avec la particularité d'être une version allongée. C'est une version à 5 portes. Et ça, c'est quand même assez improbable. 3,89 m de long. Mais qu'est-ce que c'est cool cette voiture. Je suis désolé, franchement, on a beau dire ce qu'on veut, le Jimny, ça reste quand même archi cool. Bon, après, vous connaissez, normalement, évidemment qu'on n'y a plus le droit chez nous, enfin en Europe même. Mais voilà, ça reste cette voiture toujours vendue ici sur son marché au Japon et dans bien d'autres endroits du globe d'ailleurs. Mais vraiment, moi je pense qu'il y a un vrai marché pour cette chose-là en hybride par exemple. Donc Suzuki, peut-être que ça pourrait être sympa. Ici, nous avons un petit supermotard 400. Et voilà, je vous disais, les moteurs de bateau, on va y revenir. Parce que oui, Japan Mobility Show, ça veut dire absolument toutes les solutions de mobilité. Et Suzuki Marine fait bien sûr des moteurs de hors-bord. Donc ça commence, ils en ont exposé 2 là, avec celui-ci, le D55, qui date de 1965. Donc vraiment le premier moteur de bateau hors-bord qu'ils ont commercialisé. Donc c'est assez historique. Et c'est assez drôle de voir la différence de taille entre ce D55 et le DF350, qui pour le coup est le plus gros commercialisé actuellement par Suzuki. C'est monstrueux, sincèrement. C'est assez gigantesque. Bon, et pour la suite des réjouissances, je vous propose qu'on aille voir du coup maintenant sur le stand ce qui s'y passe. Quand on accède du coup à l'estrade, alors plein de petites solutions de mobilité, ça c'est vraiment dernier kilomètre. Ça c'est plutôt personne à mobilité réduite, notamment cette chose est assez intéressante, elle peut monter des escaliers, donc ça c'est rigolo. Le stand Suzuki, ce qui était sympa, c'est que le Vent que vous connaissez en 125, maintenant il arrive avec une version électrique. Alors ça reste pour l'instant l'état de concept, mais en tout cas l'esprit est là et c'est hyper stylé. Je pense que ça peut avoir un avenir. Et puis surtout, il y a ce petit concept Vision e-Sky. Alors,
C'est une K-Car, évidemment, avec les mensurations d'un K-Car. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est électrique et ce serait la première K-Car électrique de Suzuki. Ça arrivera l'année prochaine, en tout cas la version de série sera présentée en 2026. Pour l'instant, j'ai aucune spec technique à vous donner. On parle de plus de 270 km d'autonomie. Alors ça, c'est vraiment dans le meilleur des mondes. Après, en cycle d'homologation WLTP, évidemment, on verra ce que ça donne. Mais c'est plutôt mignon. Ça a du sens. Et franchement, je pense que les Européens devraient s'inspirer de ce genre de voiture parce que ça nous aiderait peut-être à avoir des voitures un peu plus accessibles. Et puis, les deux grosses nouveautés en moto chez Suzuki, c'est les GSX-8. Alors la 8TT, un peu plus carénée, très sympathique. Et la 8T, plus façon vraiment roadster. Mais c'est assez cool, c'est un peu néo-rétro. Moi j'aime bien, ça a de la gueule. Alors il y a aussi cette solution de mobilité chez Suzuki. En gros, ce serait le transport en commun du futur autonome. Donc voilà, deux petites banquettes qui se font face. C'est toujours pareil, c'est entre-deux entre le vrai transport en commun type métro et la voiture personnelle. J'ai toujours un peu de mal à voir à titre personnel si ça peut vraiment décoller ou pas. J'ai un peu du mal à y croire, mais enfin bon, en tout cas, il y a pas mal de constructeurs qui en proposent, donc c'est qu'il doit y avoir quand même un marché. Et puis on termine avec ce e-Every concept. Alors ça, en fait, c'est un K-Car qui existe déjà et qui arrivera en électrique d'ici peu. C'est une collaboration entre Suzuki, mais aussi Toyota et Daihatsu. Et finalement, c'est un peu le petit cargo électrique pour les petits déplacements urbains de tous les jours. En tout cas, quand il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Et si j'essaie de vous montrer rapidement l'intérieur, vous verrez que c'est globalement assez basique. Salon japonais peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des constructeurs d'archipel. Ici, on est chez Mercedes par exemple, devant le concept de van qui est censé préfigurer ce que deviendra le Classe V d'ici quelques années. Alors, les jantes comme ça, façon Maybach, j'y crois pas, même si je les trouve très sympathiques. Mais c'est surtout l'aménagement intérieur et le côté très luxueux qui est assez sympathique dans cette auto. Regardez les sièges, on dirait vraiment des canapés, quoi. C'est assez marrant. Et ils sont venus sur leur stand avec, si j'essaye de me frayer un petit chemin, le nouveau GLC électrique. Ça, pour le coup, on l'a déjà vu au salon de Munich, donc évidemment que je ne vais pas vous refaire toute une vidéo sur cette voiture. Et quand on continue sur le stand, on arrive au fond avec la SL revue par Maybach. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, mais tous les petits logos Maybach là. Et ici, moi je trouve que ça fait un peu cheap. Mais après, apparemment, c'est les codes du luxe. Ça fait un peu Louis Vuitton, c'est assez rigolo. Et ce qui est surtout assez intéressant avec ces voitures, évidemment, c'est l'habitacle. Très très belle sellerie. Je pense qu'il ne faut pas venir avec un jean qui déteint un petit peu parce que sinon les sièges on ne les récupère pas. Mais voilà. Le SL version grand luxe, c'est ce Maybach. Et si on continue un peu après sur le stand, la fameuse voiture de tous les records, en tout cas pour Mercedes actuellement, la AMG GT XX, pareil, je vous en ai déjà parlé au salon de Munich. Et puis évidemment, le nouveau CLA. Si on passe maintenant chez un constructeur chinois, BYD, le stand est assez simple. On a ici un Sea Lion 6. Et puis, ça, c'est assez intéressant, un petit concept BYD, Raco, il s'appelle, qui préfigure une K-Car. Donc ça voudrait dire que globalement, même les constructeurs chinois se mettraient à faire des K-Cars pour arriver du coup sur le marché japonais avec des voitures que les gens achètent. Plutôt intéressant en tout cas, ça reprend 100% des codes de ce genre de voiture. Et puis bien sûr, qui dit groupe BYD dit cette chose, cette voiture de tous les records qui a notamment
Un record de vitesse qui vient de battre aussi un record sur le Nürburgring avec un tour en moins de 7 minutes. Je ne sais plus le temps exact, mais je vous l'affiche à l'écran. C'est assez impressionnant quand même de visu cette voiture. C'est a priori très capable. Je serais assez curieux de mettre la main dessus, si c'est possible, un jour. Parce qu'en termes de performance, on serait sur quelque chose qui, pour une fois, n'est pas juste une électrique qui accélère fort, mais une électrique qui sait tourner, qui sait freiner, et puis qui peut garder un petit peu sa performance sur notamment un tour du Nürburgring. Donc, assez impressionnant. Vrai supercar. Et outre quelques petits concepts du genre qui, je pense, sont plutôt destinés à la livraison du dernier kilomètre, eh bien, figurez-vous que je ne savais pas qu'Isuzu ne fait pas que des camions de ce style-là, mais fait aussi des semi-remorques. Je ne le savais pas, j'en ai jamais vu sur la route. Mais voyez, ça vient concurrencer Renault et Mercedes notamment, et plus tous les autres fabricants de camions. Intéressant ce Mobility Show, il y a vraiment de tout. Et jusqu'à présent, il y a une ambiance assez sympa qui rappelle un peu les salons à l'ancienne, les vrais salons automobiles. Et je trouve ça plutôt agréable. Et ici, on a le pick-up D-Max. Pick-up qui a été longtemps vendu chez nous et qui poursuit tranquillement sa carrière. On continue notre petit tour du salon avec le stand Mazda et on va commencer par la pièce de résistance. Un concept qui vient d'être présenté, le Vision X Coupé. Comme d'habitude chez Mazda avec les concepts, le style est absolument spectaculaire. Franchement, ligne acérée, un côté un peu galet avec très peu de nervures, notamment sur les côtés. Alors après, il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu. Ils appellent ça Vision X Coupé, mais regardez, il y a bien des portes à l'arrière. Et ça se termine presque comme si c'était un break. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, la proposition de style est franchement intéressante. Alors, sous quelle forme arrivera cette voiture, je ne sais pas. Mazda, c'est un peu les pros pour faire plein de concepts qui, malheureusement, ne sont pas franchement toujours traduits en série. Mais ça, en tout cas, c'est quand même sacrément intéressant. Ça annonce aussi le nouveau design Mazda. C'est marrant, là, ces petites barres de LED à l'avant. Ça fait presque l'écran Peugeot. Si je suis un peu caricatural. Mais en tout cas, la voiture en impose. Ça a une sacrée présence. C'est franchement assez gros. Mais comme d'habitude, c'est très épuré et c'est assez fin. Bien joué Mazda. Il y a un autre concept qui a été présenté sur le stand. Il est là-bas. C'est le Vision X Compact. Et ça, ce serait un petit peu la nouvelle Mazda 2. Alors, pour l'instant, ça ne sortira pas en production telle qu'elle. Mais c'est quand même plutôt intéressant, je trouve. J'aime bien les dimensions, c'est très dessiné. Il y a un côté, encore une fois, comme sur le Vision X Coupé, c'est un peu un galet, il y a très peu de nervures sur les côtés. On est sur des formes très pures, très fluides. C'est franchement assez intéressant. La signature lumineuse, assez intéressante elle aussi, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ça chez Mazda, surtout sur des petites voitures. Là, on a quelque chose de vertical. Ah, c'est pas mal. Franchement, il y a de l'idée, j'aime bien. On va continuer notre petit tour du stand, cette fois avec une voiture dont on est sûr qu'elle arrivera chez nous. A priori, ce serait début 2026. Et c'est cette chose. Le nouveau Mazda CX-5. Nouveau Mazda CX-5 qui, pour le coup, change beaucoup par rapport à celui qui le remplace. Déjà parce qu'il est beaucoup plus grand, il fait 11 cm de plus. Et puis parce que son style s'inspire clairement des autres productions SUV Mazda, mais marque un petit peu, je trouve, une rupture avec le CX-5 que l'on avait connu jusqu'à présent. Signature lumineuse à l'arrière, ça me ferait presque penser un petit peu à du BMW. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, ils aiment bien le rouge chez Mazda. Ils ont raison parce qu'en plus, leur couleur est très belle, très profonde. Ah, et il y a une modèle qui pose à côté. Intéressant, ce Mazda CX-5 parce que, notamment côté motorisation, il démarrera normalement sa carrière avec des motorisations micro-hybrides, mais il devrait avoir une vraie motorisation full hybride développée par Mazda d'ici quelques années. Une voiture qui sera probablement disponible avec une transmission intégrale. Alors,
On verra si elle arrivera jusque chez nous ou pas, parce que souvent, bien sûr, les transmissions intégrales ont tendance à consommer un peu plus, à émettre un peu plus de CO2. Donc, en France, c'est pas forcément une bonne idée. Mais voilà, ce nouveau CX-5, franchement, bah écoutez, ça en jette. Hâte de pouvoir mettre la main dessus et d'essayer ça sur la chaîne. On vient d'arriver sur le stand Subaru et on est d'emblée mis dans l'ambiance par ce prototype concept B Performance. J'adore. Ça rappelle beaucoup la Subaru Impreza STI sortie en 2008, qui du coup devenait un peu une compacte à haillons. Et franchement, impressionnant. J'adore le style. On dirait encore une fois que c'est un peu échappé des spéciales de rallye, ce qui est un peu la spécialité de Subaru. Alors vous le voyez, Performance B STI Concept, pour l'instant c'est toujours un proto. On n'a pas vraiment d'informations sur ce qui se cache sous le capot, même si, vous le voyez, a priori c'est thermique, ça c'est cool. Évidemment que c'est le système de 4 roues motrices cher à Subaru, mais en termes de mécanique pour l'instant on ne sait pas. Ça reste un prototype, mais ça semble très très proche de la série. En tout cas, si vous voulez la sortir comme ça, je pense qu'il n'y aurait aucun problème de normes de crash de sécurité ou autre, sauf peut-être les normes ailerons à l'arrière, et encore. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir Subaru revenir un petit peu à ses premières amours et à des voitures qui font super plaisir aux passionnés automobiles et qui ressemblent au rallye. Chez Subaru, il y a aussi cette chose, le Performance E STI Concept. Alors là, pour le coup, rien à voir. Performance E, bien sûr, parce que c'est électrique. Et surtout, on est sur une voiture qui est pas du tout du même gabarit. Hein. Vous le voyez, c'est beaucoup plus grand. En fait, ça ressemble à une familiale. Si vous le voyez d'ailleurs, il y a une découpe de porte à l'arrière. C'est un peu finalement, si Subaru décidait de faire une RS4, ça donnerait un truc comme ça. Je trouve qu'il y a quand même un truc sur le style. J'aime bien. Alors les feux arrière me font énormément penser à du Toyota. Je sais pas vous, mais pour moi, c'est un peu les productions récentes de Toyota. Sachant que Subaru et Toyota collaborent déjà par exemple sur BZ4X, le modèle électrique. Mais en tout cas, voilà, ce concept performance, franchement, il se passe quelque chose. J'ai l'impression qu'avec ces deux concepts, Subaru revient un peu à un style un peu plus osé et c'est plutôt sympathique à voir. Sinon, évidemment, tous les fans de Gymkhana et qui aimaient bien Ken Block et son pote Travis Pastrana auront reconnu cette voiture puisqu'elle a participé avec Travis Pastrana à faire des cabrioles dans tous les sens, des sauts, des drifts, etc. Et ça, là, si vous vous posez la question de ce que c'est, c'est juste de l'aéro-active. Et en fait, en fonction de ce que fait le pilote, ça s'active ou non. Bref, grande classe en tout cas. Dommage de ne pas avoir Travis Pastrana, ça aurait été rigolo. Mais c'est plutôt cool de la part de Subaru d'avoir ramené ça sur le stand. Et puis surtout, ça fait directement écho à ce Performance E, puisque c'est le même style de voiture, un peu break coursifié. Personnellement, j'aime bien. On a aussi d'autres petits protos sur le stand. Le Trail Seeker, par exemple. Vraiment dans la veine des Outback et compagnie. Et puis, il y a aussi deux Forester Wilderness. Alors, un avec des kayaks sur le toit. Et puis l'autre, vraiment paré pour partir à l'aventure. Regardez, il y a absolument tout ce qu'il faut. Mais bon, Subaru en France, pour l'instant, ça se résume à peau de chagrin. Donc on verra ce qu'on pourra avoir dans les prochaines années. Mais pour l'instant, ça semble un petit peu compliqué. Allez, passons maintenant chez les Coréens avec Hyundai dans un premier temps, qui a ramené depuis Munich son InSteroid, le petit concept trop sympa dédié à la performance et qui singe un peu la voiture de drift. C'est toujours aussi cool. Je trouve cette voiture méga fun et le fait que ce soit basé sur un petit Hyundai Inster, je trouve ça encore plus rigolo. C'est marrant de prendre dans l'idée, j'aime bien la démarche de prendre la voiture la plus petite de la gamme, celle qui a priori est peut-être la moins dédiée à la performance et puis d'en faire quelque chose de complètement loufoque comme ça. Alors bien sûr, ça ne sortira jamais tel quel, mais je trouve que l'exercice est intéressant. Et nous avons ici le nouveau Hyundai Nexo. Nexo qui, si vous connaissez un petit peu la nomenclature Hyundai, est à hydrogène. Et ça, c'est quand même... il y a assez peu de constructeurs qui le font globalement. Hyundai, Toyota en produit aussi, BMW travaille sur la question, mais voilà, ça reste quand même une rareté. Puis il y a assez peu de points de recharge, donc ça c'est un peu compliqué aussi, ce type d'énergie.
Mais en tout cas, sympa. On retrouve toujours ces pixels parce que ça, c'est bien sûr la marque de fabrique désormais de Hyundai. Mais un vrai style, ce nouveau Nexo. Franchement, il se démarque et ça, j'aime bien. Ici, on a une Ioniq 5, mais ça, normalement, vous connaissez. Et puis, si on passe chez le cousin plutôt, le cousin Kia, et ben en fait, on a quasiment, même pas quasiment, on a que des utilitaires. Alors, utilitaires, pas forcément, parce que là, c'est la version passager, c'est pas la version cargo, mais on est quand même sur du PV5, donc sur du van. C'est le dernier en date de la gamme. Et ça ressemble à ça. Regardez, si vous voulez, je vous montre rapidement l'intérieur. Là. Version pour le transport de passagers à l'arrière, avec un grand coffre quand même et possiblement des sièges encore ici. Et voilà pour les deux stands du groupe coréen sur le Japan Mobility Show. Bon, j'ai terminé le premier hall et là je m'aventure un peu dans des choses beaucoup plus japonaises. Regardez ça. C'est aussi pour ça que c'est assez génial de venir dans ce genre de salon, c'est qu'on y découvre parfois des engins qui sont 100% improbables. Ça, j'imagine que ça doit servir pour des fêtes ou des parades. Bon, évidemment, peu de gens parlent anglais au point de m'expliquer vraiment ce que c'est ici, donc, et moi, ne parlant pas japonais, je peux pas trop vous le détailler, mais je trouve ça assez rigolo. Qu'avons-nous de ce côté? Une Civic Type R FL5 avec des gens qui travaillent dessus. Ah, bah regardez, il y a même un tout petit Takumi qui travaille dessus, c'est assez rigolo. On a là-bas une GT86 de rallye, manifestement, avec de jeunes gens autour qui doivent probablement travailler sur la voiture. Et ici, un coupé Nissan Z, un peu camouflé là pour l'instant. Pareil parce que des gens travaillent dessus. Assez intéressant. Il y a pas mal de petits trucs dans ce hall. Donc je vais faire le tour et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Si un jour on avait des taxis 100% autonomes, des petites navettes qui font tout toutes seules, bah ça ressemblerait peut-être à ça. Regardez, il y a même une télé à l'intérieur. Qu'est-ce que vous en dites? Vous seriez prêt à faire des trajets dans ce genre de choses, vous? Avec, regardez, des caméras et des capteurs absolument dans tous les sens. Moi, je sais pas, mais bon, c'est marrant, c'est intéressant que ça existe. Ben voilà, je vous disais que ce hall est intéressant. Regardez, une toute mignonne petite Daihatsu Copen. Ça, c'est une voiture qu'on a eue chez nous, qui d'ailleurs existe toujours. Hein. La Copen est toujours un véhicule vendu, sauf qu'elle est plus importée maintenant en Europe. Mais franchement, trop sympa. Ça fait aussi partie des petites kicars, mais le genre de kicard qu'on a envie d'avoir dans son garage. C'est pas juste un petit utilitaire. Franchement, super cool. Et à côté, on a une Leaf Nismo RC, la seule Nissan Leaf qui me fait vraiment rêver et que j'aimerais vraiment conduire un jour dans ma vie. Non, j'exagère, mais c'est assez rigolo. Ils avaient pris une base du coup de leur compact Leaf pour en faire une voiture de course. Et bah, c'est assez improbable, c'était assez avant-gardiste au moment où ça a été fait. Et je trouve ça plutôt rigolo. Mais on va passer juste derrière là-bas parce qu'en fait, on est sur un stand où globalement ils ont décidé de faire des petites time capsules. Donc là c'était les années 2000 avec la Copen et la Leaf RC Nismo. Et puis là maintenant on arrive plutôt dans les années 80 et 2000. Évidemment la première Toyota Prius, une icône parmi les icônes, très sympa. Isuzu VI-Cross, alors ça je sais pas si vous connaissez, c'est assez marrant, en fait c'est un SUV, c'est un 4x4, 2 portes, vous le voyez, donc en fait c'est un coupé avec un look particulièrement étrange, mais j'adore. Franchement, c'est 100% années 90, je trouve ça très rigolo. Le petit rétro supplémentaire. C'est trop sympa de voir ça en vrai. Je me souviens que j'en avais une en Hot Wheels, mais c'est la première fois de ma vie, je crois, que je peux en approcher un en vrai parce qu'ils en ont quand même pas vendu des masses de cette chose. Mais voilà, je vous parlais du stand Isuzu il y a 2 secondes avec des bus et le D-Max. Mais Isuzu, ça a aussi été ça à un moment. Ici, on a un petit monospace Toyota Previa, alors en fait qui s'appelle Estima. Je pense que c'est le nom japonais de la voiture.
dans un état absolument impeccable. On dirait qu'il sort de concession, c'est assez impressionnant. Et là, on arrive vraiment sur les légendes japonaises, enfin, parmi les légendes japonaises. Ici, une Mazda RX-7 FD3S, popularisée notamment par des films comme Fast and Furious. C'était les voitures de Dominique Toretto dans le premier, une RX-7 FD rouge, mais aussi des jeux vidéo, etc. Bref, une vraie légende. Moteur rotatif, turbo. Belle voiture. Une autre légende absolue, c'est bien sûr cette Toyota Corolla Levin, une 86. Alors cette voiture a été acquis le statut vraiment de légende au Japon grâce au drift. C'était une base pas chère pour pouvoir aller drifter le week-end. Et c'est surtout une voiture qui s'est fait connaître grâce au manga Initial D, puisque le héros en a une, qui est alors bien sûr préparée dans tous les sens. Pour le coup, elle n'est pas de série. Mais là, vous en avez un exemplaire vraiment en conditions cliniques qui, je pense, s'il était à vendre aujourd'hui sur le marché, atteindrait des sommets tellement cette voiture est devenue légendaire dans la culture populaire automobile, du moins japonaise. Ce stand Time Capsule, c'est aussi l'occasion de voir des gloires du rallye. Une Subaru de Colin McRae. Une Lancer Evolution, 96, celle-ci, de Tommy Mäkinen, rien que ça. Et puis, le boss des boss, Senna. Vraiment ce genre de légende du sport automobile, ça fait toujours plaisir à voir et ça fait vraiment son effet de visu quand on est devant là. C'est quand même quelque chose. Changement d'ambiance avec une Toyota Celsior, modèle qu'on n'a jamais eu chez nous. C'est pas tout à fait vrai. On l'a eu en fait, ça s'appelait une Lexus LS, la première génération de Lexus LS. C'était en fait cette voiture. Sauf qu'elle était vendue sous le nom Celsior au Japon. Grande berline de luxe. Une DeLorean, mais ça, tout le monde connaît. Je me permets de pas trop m'attarder dessus. Pour plutôt aller vers ce genre de choses qui sont assez rigolos. Un Break Legacy. Pareil, Subaru fabriquait ce genre de voiture. Mais c'est des vraies raretés chez nous. Un petit Pajero Dakar, parce que c'est toujours sympathique. Conduit par des Français en plus. Cocorico. Et puis on termine, regardez ici, là-bas on a une Mustang, et ici on a une Prince 2000 GT. Et Prince, si vous voyez ce qui est marqué ici, Skyline, c'est devenu après Nissan. Ça a été absorbé. Et donc en fait, l'ancêtre des Skyline dont tout le monde rêve aujourd'hui et des GTR, ça vient de ça à la base. Une Mustang, ça fait toujours son effet. Alors celle-ci n'est pas fastback, c'est à noter. Avec carrément le petit jukebox façon diner américain, ça c'est assez rigolo. Et là, on passe vraiment sur le côté, un des trucs les plus cute et les plus mignons de ce salon. Si je le dis en japonais, ça donne kawaii. C'est ce petit Jimny qui est vraiment trop mignon là. Jaune, complètement découvrable. Il n'y a même pas de portière. Trop sympa. Une petite Beetle. CB750 four, ça c'est une légende parmi les motos chez Honda. Et puis, une des premières Civic. Et si vous vous posiez la question, CVCC, ça fait référence à une technologie de combustion très particulière qui permettait à l'époque à Honda de passer les normes sans catalyseur.
et également d'être super économe en carburant. Mais en tout cas, niveau capital sympathie, moi je me baladerais bien en ville avec cette petite Civic, je la trouve vraiment magnifique. Et enfin, dernière curiosité de ce stand qui fait un retour en arrière. Là, on est en 1947 avec ce véhicule qui s'appelle Tama, qui après a été absorbé par Prince, dont je vous parlais à l'instant, et qui en fait préfigure, enfin c'est pas préfigure, c'était une voiture électrique, puisque 47, grosse pénurie de pétrole au Japon, c'était compliqué pour eux, donc ils ont essayé de se tourner vers d'autres moyens pour faire fonctionner leurs automobiles, et ça donne cette chose-là. Donc comme quoi, la mobilité électrique finalement, c'est vraiment pas une question qui date d'aujourd'hui. Allez, continuons notre petit tour. Ah, c'est trop marrant. Regardez. Une pelle, voilà. Et un simulateur de pelleteuse. Alors ça, je vous avoue, je pensais pas voir ça un jour, mais c'est top. C'est marrant. Je sais pas si ça sert pour le divertissement ou si ça sert pour juste apprendre à se servir de ce genre d'engin. Mais franchement, c'est très japonais et c'est rigolo. Vous le voyez, il y a aussi pas mal de camping-cars ici. Bon, alors on commence avec ce sublime Land Cruiser 100, franchement qui est absolument magnifique dans un état concours. Assez impressionnant, regardez. La sellerie, le petit volant Nardi en bois, non, magnifique. Franchement, c'est une grande classe. Bon alors, le petit écran rajouté là, je suis pas sûr, hein, c'est pas terrible. Mais, regardez, pour faire du camping de luxe, franchement, on est pas mal, hein. C'est dingue quand même. Les petits rangements à l'arrière. Sublime. Franchement, sublime ce Land Cruiser. Bon, et je vous fais un petit tour rapidement de ce qu'on peut trouver. Beaucoup de vannes aménagées. Comme quoi la van life, c'est aussi quelque chose finalement qui au Japon a pris de l'envergure ces dernières années. Et il y en a surtout de toutes les tailles, hein. Vous le voyez, ça va du 4x4 aménagé aux petits fourgons comme ceci. Ou alors on peut carrément passer sur des plus gros camions. Alors ça c'est Grand Box L3 chez Fiat. En fait c'est plutôt un Ducato je pense. Enfin c'est comme ça en tout cas qu'on le connaît chez nous. Et regardez, il y a assez d'espace pour qu'on puisse y rentrer une moto. Improbable, non? Mais en tout cas toute cette zone est assez intéressante avec beaucoup de choses. Et sans vous les détailler toutes, je vais juste finir par ça là, parce que quand même c'est cool. Un Jimny 5 portes avec sa tente de toit. Franchement, je me vois bien partir quelques jours avec ça là. Changement de hall et on continue notre petite visite des stands. On va, après avoir vu des choses un peu sympathiques, un peu plus légères, on va retourner maintenant vers les constructeurs et on reste en couleur locale puisque regardez, on arrive chez Nissan. Nissan qui a fait un stand très sympa avec une déco très inspirée, façon un peu dessin, un peu manga, je trouve ça très joli. Les petits nuages dans le ciel, et ici on a ce qui ressemble à un stand de glace. Alors en vrai ils distribuent plutôt des bouteilles d'eau et des kits presse, mais c'est plutôt sympa, vraiment la DA du stand est très différenciante et je trouve ça cool. J'aime bien que les constructeurs fassent un peu l'effort d'avoir des stands qui se démarquent un petit peu et où on rentre vraiment dans leur univers à chaque fois. On va commencer ici avec un Ariya SUV électrique qui a été un peu le renouveau de l'électrique chez Nissan, en tout cas de la nouvelle ère. SUV vendu chez nous bien sûr. Mais voiture assez imposante, 4,60 m de mémoire, un petit peu onéreuse aussi, donc forcément c'est pas une très très bonne vente pour la marque. Regardez quand je vous disais qu'ils ont fait des efforts sur le stand, c'est trop sympa ces animations là. J'adore. Franchement, sympathique. Et autre voiture qui, écoutez, pour le coup, ne se vendrait pas du tout, mais alors pas du tout chez nous, c'est ça, le Patrol. C'est vraiment le 4x4 par excellence de Nissan.
Alors ça fait déjà plusieurs années que nous on n'a plus ça chez nous, mais c'est encore une voiture qui se vend. Notamment si vous allez aux Émirats par exemple, bah, vous verrez qu'il y en a partout. C'est vraiment une voiture très populaire là-bas. Nous chez nous fatalement un gros 4x4 comme ça, bah, c'est vraiment pas trop notre tasse de thé. Mais c'est sympa, c'est pour ça que j'aime bien les salons internationaux. C'est justement pour pouvoir voir ce genre de choses bah, qu'on n'a pas forcément chez nous. Et c'est aussi un bon moyen de se rappeler que les constructeurs, s'ils ont une gamme dédiée à un type de marché, bah, en fait ils font possiblement plein d'autres choses aussi. Et regardez, V6 turbo, donc très clairement un V6 essence dans une aussi grosse voiture. C'est pas chez nous qu'on verra ça demain. Malheureusement, c'est un peu terminé ce genre d'auto en Europe. Et regardez un peu ce qui trône au milieu du stand Nissan, un peu la grande star, c'est l'aile grande. Donc c'est un grand van pour le transport de personnes. Ici, il est en carrosserie Biton, ça fait presque Rolls-Royce, c'est rigolo. Et alors pourquoi ? Parce qu'au Japon, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est très très populaire. Et c'est vraiment un style de voiture qu'on n'a pas trop chez nous, les très grands, les MPV, les People Mover comme ça. Mais c'est ici quelque chose, vraiment, il y en a absolument partout. Là, je me baladais dans Tokyo et dites-vous bien que presque une voiture sur deux, c'est un van comme ça. Alors j'ai vu beaucoup de Toyota, notamment des Alphard, des Vellfire, mais du coup, chez Nissan, l'équivalent, c'est l'aile grande. Je vais juste repasser là-bas rapidement parce que hop, j'avais raté ce coin-là. On a ici, je vous l'ai dit, où on allait en voir beaucoup, forcément une petite Kikar, assez sympathique, assez cubique. Alors, elles ont tendance à beaucoup toutes se ressembler, les Kikar. Et c'est vrai, mais bon, après, chacun essaye de faire un peu les choses à sa sauce. Regardez l'avant, là, finalement, c'est pas si éloigné du Patrol que je vous montrais juste tout à l'heure. En tout cas, ce Rox, ou Rox, je sais pas comment on le prononce, bah, c'est un côté très rigolo, les Kikar. Moi, j'aime bien. Ici, nous avons la nouvelle Nissan Leaf. D'ailleurs, il y a une vidéo 100% dédiée sur la chaîne. Si ça vous intéresse, j'ai fait l'essai de cette voiture. Donc, n'hésitez pas à la voir si vous voulez en savoir plus. Et puis, bah, on va terminer cette petite visite du stand Nissan. Ah, je vais essayer de ne pas couper sa vidéo. Hop là. Avec, vous l'avez vu en bleu là-bas, la cousine japonaise de la Renault 5. C'est la Micra, bien sûr. Hop. Très, très sympa. J'aime bien ce design qui se démarque. Je trouve qu'ils ont été quand même assez doués. Alors, de profil, ça se voit. Là, ça fait très Renault 5. Et si on regarde à l'intérieur, c'est pareil. La planche de bord, les écrans, ça fait très Renault 5. Mais au global, ils ont quand même donné une vraie personnalité à cette voiture. Alors, est-ce que ça se vendra aussi bien que la Renault ? Ça, j'en suis pas bien sûr. Hein. Mais c'est quand même plutôt sympa de la part de Nissan d'avoir cette proposition, je trouve. Et si on arrive par ici, regardez ça, c'est un peu une curiosité, une berline. Vous vous rendez compte, une berline. Et ouais, il y a encore des pays où ça se vend, et notamment la Chine. Ça, c'est la Nissan N7. C'est une collaboration avec Dongfeng. Donc, c'est principalement destiné au marché chinois, même si on pourrait peut-être l'avoir ailleurs. Et d'ailleurs, bah, ça se voit, hein, parce que si on regarde l'intérieur, ça fait très véhicule chinois. Mais pour autant, je trouve que la silhouette est plutôt sympathique. Donc voilà, une grande berline électrique qu'on n'aura probablement jamais chez nous parce que de toute façon, on n'a pas le marché pour ça. Mais écoutez, pourquoi pas ? Ah bah tiens, est-ce que vous êtes bon ? Ça correspond à quoi ces jantes-là ? Alors la première, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous aider parce que je ne sais pas. Ça, je crois que c'est une R32 GTR. Et ça, c'est une jante de R34 GTR. Vraiment très sympa, hein, ce stand Nissan, j'aime beaucoup. Et derrière, nous avons un Serena. À en juger par tout ce qu'il y a sur le toit et que ce soit marqué Easy Ride, etc., je pense que c'est une voiture autonome. Mais pour, encore une fois, un monospace, genre de voiture qu'on n'a pas trop chez nous. Mais dont le peuple raffole au Japon. Allez, on continue. Et nous voilà arrivés chez la marque aux 3 diamants, Mitsubishi. Et on commence le stand avec ce Delica Mini. Alors encore une fois, une petite Kikar qui ressemble un petit peu à une boîte à roulettes. Et moi j'adore ça, je trouve ça super mignon et super rigolo. Alors là ici, ils ont vraiment fait le show, aller jusqu'à mettre de la fausse neige sur les pneus, c'est assez marrant. Et regardez, c'est pas parce que c'est une petite voiture économique, etc., que c'est super cheap à l'intérieur forcément. Là, on a quand même les 2 écrans juxtaposés qui sont pas mal à la mode aujourd'hui chez les constructeurs, etc. Mais c'est avant tout une voiture qui se veut forcément pratique, hop, et dans laquelle on peut mettre des gens de toute taille, malgré le fait que cette voiture, étant une Kikar, est limitée à 3,40 m de long.
Mais c'est assez rigolo. Je trouve que la petite déco qu'ils ont fait, avec notamment le petit camouflage là, bah écoutez, c'est plutôt marrant. Et puis ces jantes là avec la fausse neige dessus, plutôt pas mal. Allez, on continue. Donc ça, c'est le Delica Mini. Et ça, c'est le grand Delica D5. Donc vous le voyez, même genre de voiture. Vous le voyez d'ailleurs, le Mini est à côté, le grand est ici. Donc même genre de voiture. Mais version surélevée ici et surtout apte à transporter un peu plus de monde. Et encore une fois, hein, je vous le disais, ce genre d'auto, absolument indispensable sur le marché japonais. Allez, on continue gentiment la visite du stand. Et alors là, tout le monde est en grande interview parce que la grosse nouveauté du stand Mitsu cette année, c'était ce concept qui préfigure du coup ce que sera un petit peu le style Mitsubishi dans les prochaines années. Alors, les portières totalement vitrées comme ça, je ne pense pas qu'on les verra, mais plutôt sympa, une face avant assez dynamique. Tout est caréné, donc vous savez ce que ça veut dire, hein, électrique. Et vraiment un profil assez sympa, assez dynamique. Ça ressemble un peu à la Outlander, mais revisité, à mon sens. Alors vraiment, on ne verra pas ces portières en production, c'est pas possible. Mais je trouve que la voiture a quand même un certain style, à voir jusqu'où on pourra avoir ce genre de proposition stylistique traduite dans la réalité, bien sûr. Et puis c'est rigolo, ils l'ont amené avec la petite remorque complètement assortie à la voiture. Et puis on a aussi, tant qu'à faire, un gros L200 de Rally Raid. Et on termine avec une voiture que l'on connaît bien chez nous, la Outlander PHEV. Allez, passons maintenant à un constructeur européen bien connu, BMW. On démarre sur le stand avec un X7 bicolore. X7 étant bien sûr le fleuron de la gamme SUV de BMW, si vous ne comptez pas le XM Motorsport. Donc voilà, gros bébé de plus de 5 mètres de long. Mais ce qui m'intéresse surtout sur ce stand, c'est ça, le concept Speed Top. Je trouve ça absolument sublime. Il a déjà été révélé il y a quelques mois, mais c'est la première fois que je peux le voir moi de visu. Et waouh, quelle élégance! Cette carrosserie, il a vraiment les shooting brakes, les breaks de porte hyper élancés comme ça. Je trouve que ça marche, mais toujours. Franchement, une auto hyper élégante. Vraiment très jolie. Et alors, au cas où vous vous dites, ouais, c'est juste un concept, blablabla, sachez qu'ils vont le produire en très petite série, 70 exemplaires si je ne m'abuse. C'est en fait, en vrai de vrai, c'est une BMW M8 recarrossée. Donc sous le capot, on a un V8 4 litres 4 biturbo qui fait 625 chevaux. Normalement, je pense qu'ils ont conservé également la transmission intégrale MX Drive. Mais waouh, quelle élégance! Vraiment, quelle élégance! Et je trouve ça hyper marrant, intéressant que BMW fasse ce genre de concept et ce genre d'auto extrêmement raffiné, etc. Et à côté de ça, ils sont aussi capables de faire des iX ou des XM ou des voitures beaucoup plus brutes de décoffrage, j'ai envie de dire. Bref, assez intéressant, mais très belle auto. Et si on continue un peu sur le stand, nous avons ici une i5. Ah non, pardon, c'est pas une i5, c'est une série 5. Ah, intéressant. 525 Li. Donc c'est, j'imagine, par la dénomination, un châssis long et une voiture qui n'est pas vendue chez nous. Ça doit être une voiture qui, je pense, va plaire surtout au marché chinois, qui raffole un petit peu des châssis allongés, avec, du coup, normalement, plus de place à l'arrière. Voilà, si on va au bout, là-bas, il y a une belle M2 CS. Ouais, belle auto tout de même. Ce bleu-violet là, c'est pas sans rappeler une couleur qui existait sur la M3 E36. Évidemment, au milieu du stand, nous avons le iX3, bientôt à l'essai sur la chaîne, sachez-le.
pareil qu'on vous a déjà montré à Munich. Ici, une M1000 RR, la supra sportive, hyper sportive de chez BMW Motorrad. Derrière, on a le petit CE02, toujours très sympathique. Un iX5 à hydrogène, rien que ça. Avec ce genre de mécanique à l'intérieur, co-développé avec Toyota. Et après, on passe chez Mini, avec un Countryman, très sympa, dans ce vert anglais d'ailleurs. Ainsi qu'une version John Cooper Works, full électrique pour le coup, celle-ci. On a derrière une petite Mini édition Paul Smith. Une cab, ça c'est toujours cool. Petit cabrio. Une 5 portes ici. Et puis une Mini classique tout en haut. Et voilà pour les stands BMW et Mini au Salon de Tokyo 2025. Et de nouveau, changement de hall. Et nous arrivons maintenant chez Toyota. Un utilitaire de 1935 dans un état absolument concours. Alors vous m'excusez de ne pas avoir énormément de savoir sur cette chose. Mais franchement, il est rutilant. Oh, c'est drôle ça. Ah, est-ce que c'était pour balayer les rues? Peut-être. D'autres choses, de la mobilité notamment, avec de l'aide aux personnes ici sur ce stand. Et puis quand on s'approche un petit peu des voitures, on a notamment le petit Land Cruiser, très sympa, un look assez rigolo que j'aime beaucoup. Très sympa ce petit Land Cruiser. Encore une voiture que nous n'avons pas chez nous, malheureusement. Mais pour le coup, le gabarit est déjà un peu plus Europe-friendly que, par exemple, le Patrol que je vous montrais tout à l'heure. Un détail très sympa, là, c'est, regardez, la vitre arrière est vraiment genre plate. Et la façon dont c'est intégré à l'arrière, je trouve ça très sympa. C'est assez joli, franchement. Si on continue, nous avons un RAV4. Présenté il y a peu, hein, cette nouvelle génération de RAV4, assez sympa d'ailleurs, j'aime bien, ça change beaucoup. On est globalement sur quelque chose de beaucoup plus actuel qui ressemble beaucoup plus au reste de la gamme Toyota. Assez sympathique. Le même dans une autre définition ici. Et pareil, une version GR, donc ce coup-ci avec vraiment une calandre différente. Des jantes également différentes. Alors, je dis GR, c'est pas un RAV4 qui fait 400 chevaux. Hein. C'est une finition GR Sport avec un kit de carrosserie un petit peu spécifique. Mais plutôt réussi ce RAV4, non? Vous en pensez quoi? Dites-nous en commentaire. Et si vous voulez plus d'infos sur cette voiture, n'oubliez pas que Pierre Lefebvre nous a fait une vidéo complète de la présentation de l'auto. Donc vous pouvez retrouver ça sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. Allez, maintenant on va essayer de s'approcher un peu de cette grande estrade là-bas et voir ce qui est présenté. Bon alors j'ai pu m'approcher un petit peu. Plein de petits concepts assez rigolos au début sur cette grande estrade du stand Toyota qui est assez énorme d'ailleurs. Hein. Regardez, franchement, beaucoup de choses. Donc je vous le disais, plein de petits concepts comme ça. Ah, c'est très rigolo, très japonais. Regardez. C'est super mignon. Il dit bonjour. Ici, un petit concept qui réduit à l'essentiel, on va dire, le concept de key truck et de petites voitures utilitaires destinées à ceux qui ont des choses à transporter. Essayez de ne pas tuer la photo du monsieur. Et surtout, grosse nouveauté sur le stand Toyota, c'est ce concept d'une berline super élancée, dont le genre de signature lumineuse et la façon dont la chute de toit arrive après me fait penser presque un petit peu, je trouve, il y a quelques petits airs de Polestar. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que cette voiture, elle s'appelle Corolla.
Donc en fait, ce serait un peu la vision de Toyota pour le futur de la Corolla. Mais ça devient énorme. C'est une super longue berline. J'ai pas les dimensions là comme ça. Mais c'est vraiment plus du tout le genre de compact qu'on a chez nous. Donc c'est assez intéressant, je trouve, parce que ça change beaucoup si jamais la Corolla va dans ce sens-là. Regardez. Hop. Mais c'est dingue, quoi. En design, on est vraiment sur une rupture totale avec ce qu'on connaît maintenant. Il y a un petit BK à l'arrière qui est assez sympa parce qu'il est bien intégré, regardez. Il se prolonge en fait avec la chute de toit, là. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Il y a beaucoup d'éléments qui sont assez intéressants, je trouve, dans ce design. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur rapidement. Regardez. Plutôt sympa, non? Volant 3 branches, très sportif. La série est marrante parce que c'est pas la même sur le siège passager que sur le siège conducteur. Un ensemble très très épuré. L'écran passager, là, je sais pas si vous pouvez le voir, il est extrêmement loin. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui resteront à l'état de concept. Mais je trouve que l'idée est assez sympa. Et surtout, je trouve très intéressant le fait que du coup, Toyota prenne à ce point des risques avec un nom très connu chez eux. Après, nous passons avec un concept, regardez, il y a un écran dans la calandre, c'est assez rigolo. Encore une fois, ce format van qu'on adore au Japon et qui ici, par exemple, pourrait préfigurer ce qu'est une voiture où finalement on peut vendre sa marchandise. Ici, par exemple, des fruits et légumes. Ça ferait une belle voiture pour un maraîcher, un beau petit van pour un maraîcher, mais c'est assez rigolo, je trouve. Encore une fois, à quel niveau est-ce qu'on peut traduire ça en série? Et puis, un autre concept encore sur le stand, le I-Ace. Alors ça, c'est vraiment genre leur minivan par excellence, qu'on trouve absolument partout en Asie et également dans d'autres parties du globe. Mais enfin voilà, c'est vraiment un nom qui est très très important pour eux. Et donc, ce serait le futur, du coup, du VU Toyota. Avec, regardez, beaucoup de place à l'intérieur. Et voilà qui conclut un petit peu ce stand Toyota au Salon de Tokyo 2025. Et donc en face de chez Toyota, on trouve logiquement Daihatsu, une filiale de la marque, enfin du groupe Toyota. Ah, sympa, on a des looks assez cool au Salon de Tokyo, c'est assez rigolo. Qui a l'air d'être une star puisqu'il y a plein de gens qui le prennent en photo. Alors je ne sais pas qui c'est, dites-moi en commentaire si vous le connaissez, c'est assez drôle. Bref, en tout cas, sympa le costume, j'aime bien. Beaucoup de keycars chez Daihatsu, forcément. La marque étant un petit peu positionnée un petit peu différemment de Toyota, notamment avec plus d'accessibilité. Forcément, c'est ce genre d'auto que l'on retrouve chez eux. Si vous avez la Move, là vous avez un petit key truck à l'ancienne, qui est franchement trop sympa. En look, c'est quand même assez incroyable, hein, ces voitures. Je trouve ça rigolo, mais en fait, je me dis que s'il y a des Fiat 500 qui fonctionnent en tant que resto mode, pourquoi est-ce qu'une midget comme ça, ça pourrait pas fonctionner aussi? Franchement, je trouve ça hyper mignon. Si j'avais besoin d'un tout petit utilitaire pour transporter des trucs, ça a quand même vachement plus de gueule d'arriver chez un client avec ça qu'avec quelque chose de plus conventionnel, non? Très sympa en tout cas. Et puis c'est sur le stand, encore une fois, qu'on trouve les concepts et les nouveautés. Alors, elles s'appellent toutes Kei quelque chose, parce que le K, évidemment, pour K-Car, K-Vision. Donc là, du coup, ce serait une K-Car électrique, a priori. Qui, du coup, pourrait peut-être être la prochaine Move. Et alors, ce tout petit concept Daihatsu, là, en fait, il préfigure un espèce de nouveau midget que je viens de vous montrer à l'instant, là. Et il est très inspiré à l'avant du Midget 2 qui est sorti dans les années 90 et qui est trop sympa avec sa petite bouille et ses deux fleurons là. Et de ce côté, nous avons la Kei Open. Et si vous lisez en un coup, ça fait Copen parce que, bien sûr,
ce serait ce que sera la prochaine Daihatsu Copen, la petite kikar un petit peu sportive, un petit peu sympathique parce que c'est un roadster. Bref, un vrai look très sympa, assez fidèle finalement à ce qu'était la Copen originelle. Et ils ont juste un peu remis au goût du jour. J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à changer si on voulait sortir la voiture telle qu'elle aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt bon signe. Une petite version avec un toit en dur, un hardtop, c'est assez rigolo. J'ai jamais vu ça sur une Copen, mais c'est assez marrant. Puis celle-ci, elle a l'air un peu tuning, regardez. Parce que l'intérieur, là, il y a le petit coupe-circuit, les baquets, le volant OMP tulipé. Assez sympa, j'aime bien. Et puis ça se termine avec le Kayoibako Kei. Alors excusez-moi, je ne sais pas bien prononcer les choses. Mais qui lui, du coup, est le penchant plus VU du concept que je vous ai montré au début. Après Toyota, après Daihatsu, forcément, si on reste dans le même groupe, on arrive chez Lexus. Alors, déjà, c'est un peu étrange cette entrée en matière sur le stand avec un IVTOL. Pas sûr qu'on voit ça arriver très rapidement. Hein. C'est toujours le même problème de législation, de à qui ça va servir, etc. Mais bon, Lexus travaille là-dessus, c'est intéressant. Par contre, quelque chose que j'adorerais voir arriver en série un jour, c'est ce sublime Sport Coupé concept. Je le trouve absolument magnifique. Je vais essayer d'en faire le tour. Vraiment, c'est... en termes de proportion, d'agressivité, tout ça, je trouve que tout va bien. Alors, hop, on va essayer de ne pas embêter les gens. Qu'est-ce que c'est beau, bien campé, juste la bonne hauteur. Un profil vraiment à l'ancienne avec un capot très très long, une bulle qui se finit un peu comme ça en fastback sur l'arrière. C'est magnifique, franchement. Quelle agressivité! Là, cette signature lumineuse comme ça, ça me rappelle beaucoup la LC500. Et cette entrée d'air sur le côté, là comme ça me rappelle la LFA, pour ne citer qu'une des meilleures Lexus jamais fabriquées. Mais franchement, regardez-moi ça, je trouve ça absolument sublime. Alors, je n'ai que ma GoPro et je ne peux pas monter sur le stand, donc vous ne le verrez que de loin, mais j'essaie de vous montrer rapidement l'intérieur. C'est pas mal. Quelle auto! Allez, s'il vous plaît, Lexus. On veut voir ça arriver. Mais là où c'est intéressant, c'est que, regardez, Lexus, ils sont arrivés avec plein d'autres concepts. Alors, je vais essayer de m'approcher pour vous montrer ça. Notamment cette chose qui s'appelle Lexus LS. Alors, jusqu'à présent, Lexus LS, c'était une grande berline un peu limousine. Là, c'est quand même super improbable. Un espèce de concept de van à 6 roues, avec 2 petites roues à l'arrière et une très très grosse roue à l'avant, ça doit être au moins du 23 ou du 24 pouces. Waouh, je sais pas où est-ce qu'ils vont avec ça, mais c'est assez rigolo et surtout c'est assez inhabituel chez Lexus de partir dans ce genre de délire. Parce que le positionnement de la marque, jusqu'à présent, c'était quand même quelque chose de très statutaire, haut de gamme. C'est censé être les Toyota pour l'exportation et les Toyota les plus luxueuses, etc. Mais là, waouh, rigolo quoi. On passe vraiment sur quelque chose qui n'a rien à voir. Quelque chose qui a déjà un petit peu plus de chances d'être produit un jour. C'est cette chose qui s'appelle LS Coupé Concept. Ça, en l'occurrence, ça ressemble plus à ce qu'on connaît de Lexus. C'est juste un petit peu différent et un petit peu façon SUV. Les portes à ouverture antagonistes, ça fait toujours son effet. Hein. Hop, ça me permet surtout de vous montrer un petit peu cet intérieur. Une chute de toit très fuyante. Ah, je sais pas pourquoi, ça me fait penser presque à une DS8 avec un toit biton. Bon, c'est marrant, on retrouve toujours la signature lumineuse chez Lexus, très creusée, avec ses formes un peu boomerang là comme ça. Je trouve que c'est un gimmick qu'ils ont réussi à garder et à moderniser, alors en ajoutant du coup cet énorme entourage là, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, il y a quand même quelque chose dans le style, je trouve. C'est massif, c'est très gros, mais il y a quand même une certaine élégance dans cette LS Coupé Concept. Alors par contre, même moi qui aime bien les grandes jantes et les gros pneus, là, c'est vraiment, vraiment énorme. Bon, et vous savez quoi?
Si Lexus se permet de faire des choses comme ce que je vous ai montré là-bas, eh ben, en fait, c'est parce qu'il y a eu du changement au sein du groupe Toyota et que lors de ce Mobility Show 2025, le groupe a annoncé pas vraiment l'arrivée d'une nouvelle marque, mais d'une nouvelle division un petit peu au sein du groupe qui s'appelle Century. Alors, si vous connaissez la Toyota Century, historiquement, c'est une berline uniquement produite en noir, uniquement vendue au Japon et vendue qu'aux dignitaires. Donc voilà, des voitures très très exclusives. Et en fait, ils ont décidé maintenant d'en faire quasiment une marque à part. Et le très grand luxe du groupe Toyota, désormais, ce sera Century. Alors ça, c'est la Century SUV qui existe déjà et qui est déjà produite au Japon, qui a d'ailleurs permis de énormément booster les ventes de Century quand elle est arrivée. Il me semble que ça fait 2 ans qu'elle est produite, cette voiture. Mais vous le voyez, en fait, c'est très inspiré, notamment un peu Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan. On est vraiment sur ce genre d'auto. Mais là où c'est dingue, c'est qu'ils sont arrivés avec un concept, un one-off, qui est une sorte de grand coupé surélevé. Et c'est avec ça qu'ils ont révélé, du coup, la marque Century. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est très étrange. Voilà donc la vision de l'ultra luxe par le groupe Toyota. Avec l'arrivée de ce label Century, alors je vous parlais du Century SUV, le pendant berline du Century SUV, c'est ça, qui n'existe qu'en blanc que depuis cette génération. Avant, c'était vraiment des autos qui étaient uniquement proposées en noir. Bref, ultra massif. Mais je trouve ça très intéressant que Toyota, du coup, explore cette voie de l'ultra luxe via une entité dédiée. On verra ce que ça donnera. Et surtout, c'est là que du coup le concept que je vous ai montré chez Lexus de van avec les 6 roues prend tout son sens, parce que du coup ça veut dire que le repositionnement de Lexus va permettre peut-être un peu plus de fantaisie, peut-être autre chose, et d'avoir un côté moins statutaire qui lui collait un peu à la peau jusqu'à présent. Donc à mon avis, il va falloir surveiller les quelques prochaines années, parce que si Century marche comme le groupe espère que ça va marcher, il y a des chances qu'on voit chez Lexus arriver des choses un petit peu plus loufoques, un petit peu plus osées. Et franchement, c'est pas pour me déplaire, c'est toujours intéressant de voir où est-ce qu'on peut aller quand on pousse un peu le concept jusqu'au bout. En tout cas, dites-nous en commentaire, vous êtes plutôt Century, Bentley ou Rolls-Royce? Parce qu'a priori, c'est entre ces 3-là que ça va se jouer. Et bien sûr, on ne pouvait pas finir ce salon japonais sans quelques voitures foncièrement japonaises, avec un peu de tuning, dont ce Mercedes SL d'un goût... vous savez quoi, je vous laisse juger en commentaire. Voilà, ça brille quoi, on va dire que ça brille. C'est assez marrant, sympa, j'avais pas fait attention à la fourrure aussi. Ah, c'est magnifique. Bref, la décadence japonaise, c'est assez drôle. Bon, par contre, il y a aussi des trucs très 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 sérieux à côté. Ça, à la base, c'est une Mazda MX-5 ND. Sauf que, sous le capot, c'est plus du tout le 4 cylindres que vous connaissez. C'est un moteur rotatif 6 rotors qui a été construit par TCP Magic. Total Car Produce, alors c'est un gros tuner japonais. Il y a un kit carrosserie Rocket Bunny dessus. Donc vous voyez le carrossage de dingo. Donc évidemment, c'est une voiture de drift. Donc avec le kit Rocket Bunny, des belles jantes Work Emotion CR. Et l'intérieur, c'est une voiture de course. C'est vraiment destiné au championnat de drift et à rien d'autre. Donc évidemment, frein à main hydraulique, une paire de baquet Bride le max et merci, au revoir. Et franchement, le style est démentiel. Et ça fait un bruit. Allez voir sur internet si jamais ça vous intéresse, des vidéos sur YouTube ou quoi. Vous tapez Lincoln Widet, c'est le nom du jeune pilote qui conduit cette voiture. Je suis même pas sûr qu'il soit majeur encore. C'est le fils d'une des légendes du drift qui s'appelle Mad Max, si jamais ça vous parle, Mike Widet. Et bref, son joujou, c'est cette Mazda MX-5 qui fait du coup un peu plus de 1100 chevaux. C'est complètement fou. Il y a aussi là, pour l'instant, pas grand chose, mais à la base, c'est une Nissan GT-R avec un baquet
d'énormes pneus. Et vous le voyez, si vous connaissez la marque Hoosier, bah, vous savez que c'est pour du dragster. Et quand on regarde ce qui se passe devant, bah, on n'a plus aucun doute, hein. Il reste pas grand chose globalement du moteur 3,8 litres de la Nissan GT-R. Tout a été refait et regardez la taille des turbos. Regardez, c'est simple, je peux y mettre mon poing. Voilà. Et il y en a deux pour faire une mesure. Donc voilà, il n'y a pas encore de fiche technique ni rien sur cette voiture. C'est un projet en cours, mais franchement, je pense que c'est assez hallucinant en termes de puissance. Si on arrive ici, on a Cool Racing qui nous sort une Nissan Z. Alors c'est la Z400, la remplaçante de la 370Z qu'on n'a pas chez nous, avec un kit carrosserie complètement dingue, super large, extension d'aile boulonnée sur la carrosserie, c'est un peu à la mode. Bref, ça donne quelque chose d'extrêmement agressif, posé sur des suspensions à air, bien sûr, parce que plus c'est bas, plus c'est cool. En tout cas, c'est souvent comme ça qu'ils voient les choses au Japon. Et c'est rigolo, quoi. C'est vraiment pas quelque chose qu'on voit chez nous, mais je trouve ça plutôt marrant. Et si jamais ça c'est un peu too much pour vous, je pense que vous apprécierez plutôt cette R32 GT-R faite par Top Secret, qui est un des plus gros tuners japonais. Point. C'est j'avais pas fait attention, mais ça c'est un swap. Ça c'est un swap mode, c'est pas un RB26, ça c'est le swap moteur de la Nissan GT-R R35. Intéressant. 3,8 litres, et oui c'est ça, c'est le moteur de la Nissan GT-R R35. Du coup, dans une R32 GT-R absolument clinique, avec juste les bonnes pièces performance qu'il faut, là où il faut, rabaissé juste comme il faut, mais pas trop non plus. Bref, c'est très très beau, c'est très très bien réalisé, et finalement, bah, c'est à l'image du tuning japonais, c'est clinique. C'est marrant, l'échappement fait presque tout gentil à côté. Ah, ok. C'est parce que le vrai, il est là. Voilà, je comprends mieux. Et d'ailleurs, je vais essayer de vous montrer l'intérieur de l'autre côté. Je sais pas si je pourrais, mais... En effet, le moteur, c'est celui de la GT-R 35, et en fait, ils sont même allés jusqu'à swapper une partie de l'intérieur. Alors, désolé, il y a des reflets. Mais il y a le volant de la GT-R 35 et toute la console centrale également. Donc c'est intéressant. Bref, un très très beau projet réalisé par Top Secret, un des plus grands tuners japonais. Et puis du coup, sur ce salon, il y avait aussi un petit con supercar. Ça, c'est la coque d'une McLaren, une MP412C, je crois. Ça, c'est une Artura. Ici, on a une 765 LT. Là, il y a une belle Aston Martin Vanquish Volante cabriolet. Ça se passe de commentaires tellement c'est beau et élégant. Et puis là, on a de la Ferrari très 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 spéciale. Une Artura, bien sûr que non, une McLaren Senna, pardon. Une Dino Countach avec un aileron qui semble être en carbone, pas du tout d'origine. Une Revuelto violette à côté pour faire bonne mesure. Là, je repère une petite Dallara Stradale. Rigolo, genre de petite voiture radicale. Une Levin, voilà, qui est dans un état absolument clinique, comme la Corolla qu'on a vue tout à l'heure. C'est assez impressionnant. Petite 964. Oh, Porsche 935 Kremer. Une 935 K3. Pas mal. Vraie légende de course. Une petite Targa, parce que quand même, c'est toujours sympathique. Ducati 900. Ah oui, d'accord, ils n'ont pas fait semblant. De ce côté, on a une Enzo, une SLR, et en face, une Koenigsegg Jesko. Rien que ça. Voilà, ça fait des photos pour Instagram. Ouais,
Bref, ça c'est vraiment pas le genre de voiture qu'on voit souvent, c'est assez impressionnant quand même. Ça me donne envie d'aller faire un petit voyage en Suède pour aller rendre visite à monsieur Christian von Koenigsegg et essayer une de ses autos. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais quand même faire le tour parce que c'est toujours sympa de voir ce genre de voiture. Et vous le voyez, il y a plein d'autres petits stands, hein, des artistes, etc. Comme un salon, enfin comme les salons un petit peu à l'ancienne. Et ça, c'est toujours agréable, je trouve. Et donc, oula, fallait pas se planter sur le parking. Hein. C'est proche. Et voilà. McLaren SLR, Mercedes et Ferrari Enzo. Ça fait quand même toujours son effet, on va pas se mentir. Hein. Bah oui, forcément, étant au Japon, pays de la figurine et des petites voitures miniatures, je pouvais pas ne pas vous montrer une petite partie du stand Tomica. C'est trop sympa, franchement, et c'est cool de voir ça sur les salons. Surtout, ça nous rappelle qu'on est vraiment tous des grands enfants. Bon, il est temps pour moi de conclure cette vidéo après ce tour franchement exhaustif du Japan Mobility Show 2025. Je pense que la seule chose que je vous ai pas montré, c'est les toilettes, mais globalement, vous avez tout vu en même temps que moi. Donc voilà, j'espère que ce tour vous a plu. Ce que j'en retiens surtout, c'est que assez intéressant de la part des constructeurs de se rendre compte que finalement l'approche multi-énergie prônée par Toyota depuis tant d'années semble faire un petit peu des émules et que finalement tout le monde, tous ceux qui voulaient vraiment aller à fond sur le tout électrique, etc., sont un petit peu en train d'y revenir. Ça n'empêche pas que la majorité des concepts qu'on voit sont tous des concepts électriques, mais quand même, au global, j'ai l'impression que les constructeurs essayent de temporiser un petit peu tant qu'ils le peuvent. Mais c'était franchement assez intéressant. C'est cool quand on aime l'automobile de faire ce genre d'événement parce que finalement, on voit plein de choses qu'on ne verrait pas ailleurs et en tout cas pas sur nos marchés. Donc c'est toujours hyper intéressant, je trouve. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous voulez qu'on s'améliore sur peut-être d'autres vidéos qu'on pourrait faire dans le futur, même si là, par la force des choses, il n'y avait que moi, ma petite GoPro et mon petit micro, donc je ne pouvais pas faire non plus des miracles. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça nous aide beaucoup. Et puis on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'Automobile Magazine. Allez, salut!